Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Je me présente, mon nom est Dorothée Conta-Cabana, je suis la coordonnatrice de, en fait, du réseau Calaxia et je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé Que devient la relation d'aide dans l'institution éclatée? C'est un webinaire qui vous est offert par l'Axe Santé mentale des populations du réseau de recherche en santé des populations du Québec ainsi que par le réseau Calaxia. Alors, rapidement vous présenter l'Axe de santé mentale des populations du RRSPQ. Alors, elle a été créée en 2014 dans le but de favoriser la recherche en santé mentale des populations, l'avancement et le partage des connaissances dans une visée de prévention, de traitement et d'optimisation des services pour cette clientèle. Il regroupe plus de 150 membres étudiants, chercheurs et associés provenant de plusieurs milieux qui travaillent sur des thématiques diversifiées. Ils offrent aussi également l'opportunité de financement, comme des initiatives structurantes et différents concours pour les chercheurs et les étudiants, et aussi des opportunités de rayonnement des projets des recherches de ses membres. Je vous présente également le réseau Calaxia. Alors, le réseau Calaxia est un réseau mettant en valeur les connaissances en lien avec la santé mentale des populations auprès de publics diversifiés, comme les gestionnaires et les professionnels œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux et aussi dans le milieu communautaire. Cette mise en valeur se fait notamment par des dossiers thématiques, des webinaires et des publications brèves, et ainsi que des ressources en ligne. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web et aussi, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux comme LinkedIn et Facebook. On a aussi publié une infolettre aujourd'hui sur la thématique des politiques de santé mentale au Québec, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, avant de débuter, je vous informe que la séance sera enregistrée et sera par la suite disponible sur le site web du réseau, sur le site web de Calaxia et aussi sur la chaîne YouTube de la santé mentale des populations. Tout au long de la présentation, vous pouvez écrire vos questions dans le module questions-réponses qui se situe au bas de votre écran et on va avoir une période d'échange à la fin du webinaire. Certaines informations complémentaires vont être mises à votre disposition dans la section clavardage. Pour toute autre question, notamment tout ce qui est technique, on vous invite à les écrire dans le module conversé où Armelle Imboa, la coordinatrice de la santé mentale des populations, se fera un plaisir de vous répondre. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre merveilleuse conférencière, qui est Marie-Chantal Doucet, qui est sociologue et professeure à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal, la sociologie des métiers relationnels, les questions relatives à l'individualité contemporaine, les aspects sociaux et l'analyse des pratiques en santé mentale sont les grands axes de sa recherche et aussi de l'enseignement auquel elle contribue. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec Marie-Chantal pour cette conférence. Alors, bon webinaire. Alors, bonjour à tous et toutes. Vous allez me permettre de partager mon écran parce que j'ai un petit PowerPoint pour vous. Euh, J'espère que vous voyez bien. Peut-être que Dorothée pourra me faire signe. Parfait. Alors, c'est très bien. Donc, bien, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Mon sujet va porter, comme l'indique le titre, sur les versants cliniques et social des métiers relationnels au Québec aujourd'hui. Alors, le domaine de l'aide aujourd'hui, dans lequel s'insèrent ces métiers, peut être considéré comme un fait anthropologique, bien sûr, c'est-à-dire que l'aide en tant que telle, eh bien, elle est tout à fait universelle. Aider appartient de tout temps à l'humain, mais ce qui m'intéresse particulièrement comme sociologue concerne la mise au jour de ces aspects sociaux et aussi de leur caractère historique ou, si on veut, modifiable dans le temps. Autrement dit, les conceptions et les manières d'aider changent dans le temps. Donc, ma présentation est composée de trois parties. D'abord, on va clarifier ce que l'on entend par le terme de relation d'aide, quelque peu familier, mais choisi à dessein pour sa valeur générique. Deuxièmement, on va faire un petit détour du côté de l'institution pour saisir en quoi peut-on parler d'une institution éclatée. Et finalement, seront présentées quelques caractéristiques de l'aide dans le contexte de l'institution éclatée. Alors d'abord, la relation d'aide, sans prétendre évidemment faire le tour de cette question qui est très vaste, on peut dire que l'expression relation d'aide englobe l'ensemble des activités d'aide à autrui avec un accent sur l'idée d'un relationnel spécifique que l'on a l'habitude de traduire chez les métiers relationnels par le terme de clinique
dans son acception première qui signifie auprès du sujet. Alors, la relation d'aide recouvre à la fois la psychothérapie, le travail social, l'orientation socio-professionnelle, l'intervention en milieu communautaire, les groupes de parole. Bref, elle résume encore assez bien aujourd'hui à la fois les activités qui y sont reliées et son ethos qui fonde l'acte d'aider l'autre. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, il y a à travers l'histoire, il y a eu différentes conceptions et donc différentes manières d'aider dans l'histoire de l'aide. Et son développement se rattache aux évolutions historiques globales qui concernent ici la définition des problèmes, là les rapports individu-société, ailleurs les différents modèles d'intervention de l'État et des institutions aussi. Alors, il reste qu'elle demeure en son fondement un processus de socialisation des individus, ceux qui aident et ceux qui sont aidés. Alors, on va porter ici une attention à l'aide en tant que processus de socialisation. Bien que l'aide à autrui ait été étudiée par de nombreux écrits, évidemment, depuis fort longtemps, au moins depuis l'Antiquité, parce qu'elle est anthropologiquement inscrite dans nos manières d'être ensemble, l'idée, c'est d'examiner ensemble ce qu'elle devient dans le contexte actuel. Alors, ce type particulier de relation réfère implicitement, entre autres, à la pensée rogérienne. Quand on dit relation d'aide, on pense immédiatement à cette pensée existentielle humaniste qui a pris sa source en Amérique du Nord. Alors, les conditions de base d'une telle relation se rapportent à des principes d'empathie, de congruence, d'acceptation inconditionnelle de l'autre. Et la relation d'aide proprement dite apparaît en Amérique du Nord dans un contexte historique particulier, les années 60, que l'on peut considérer comme un tournant historique majeur. Qu'on va nommer en sociologie souvent la seconde modernité, d'autres vont parler de post-modernité, Giddens dit modernité avancée. Bref, on parle ici d'une modernité d'où émerge un individu qui revendique de plus en plus la reconnaissance de sa singularité, de son unicité. Dès lors, les dispositifs institutionnels communautaires et privés vont se transformer et les principes à la source de la psychologie humaniste vont traverser implicitement l'ensemble des professions relationnelles et des institutions, malgré sa modestie sur l'échiquier actuel des pratiques. Il s'agit en fait d'une atmosphère sociale. Je pense qu'on peut penser la relation d'aide comme ça aujourd'hui, une atmosphère sociale qui va transcender les actions et les discours. On peut faire l'hypothèse que les préceptes à la base du courant psychologique humaniste qui naît vers la fin des années 50 et prend tout son essor dans les années 60-70, introduisant le postulat de l'autodétermination, ont été intériorisés dans la foulée des revendications d'émancipation psychologique, morale et sexuelle des individus. Alors, l'expression relation d'aide est restée et elle est peu à peu devenue une expression plus générale qui va incorporer l'ensemble des approches de l'aide. Ce sera paradoxalement à la source d'une singularisation croissante des sociétés modernes qu'émerge le fameux discours sur les relations humaines. Le sociologue Guy Duns explique l'obsession progressive pour le relationnel par l'affaiblissement de la sécurité ontologique propre aux sociétés contemporaines dont les institutions, de plus en plus désincarnées, vont susciter une méfiance croissante. Alors, la confiance, qui est un sentiment psychosocial fondamental chez l'humain, doit s'établir sur de nouvelles bases qui sont les relations personnelles. Alors, il y aurait un rapport étroit entre la tendance à l'éclatement des grands systèmes et les transformations des relations personnelles et intimes. Donc, tout ce vocabulaire rattaché à la relation d'être, se connaître soi-même, être authentique, tout ce qui concerne la non-directivité, le développement personnel, ne fait dès lors l'objet d'aucune remise en question. Et son activité qui est de créer
et de travailler le relationnel s'inscrit dans cette inflexion contemporaine. Alors, le sentiment d'appartenance et la revendication de la spécificité des praticiens du relationnel qui est celle de travailler la qualité de la relation avec les sujets et entre les sujets qui consultent découle de l'ancrage d'une sorte d'éthos du métier, c'est-à-dire une disposition psychique ou, si on préfère, un ensemble de valeurs que partagent et défendent vigoureusement les intervenants de telle sorte que leur conscience de groupe va se cristalliser autour de la nécessité relationnelle. Alors, Bertrand Ravon, qui est un sociologue français spécialiste des interventions sociales, psychosociales, va dire que le rôle des intervenants, en plus d'une relation d'aide, serait aujourd'hui de fournir une aide à la relation. Comment en arriver à concilier la revendication d'une identité singulière et la vie en commun? Comment concilier l'épreuve de soi et l'épreuve des autres? Alors, nous avons là l'un des repères sociaux décisifs de l'aide aujourd'hui. Quant à l'institution, eh bien, elle a connu, comme vous le savez, plusieurs définitions, puis évidemment, ça mériterait beaucoup d'approfondissement, mais disons qu'en son sens générique, elle incarne l'ancrage des représentations et des activités que composent les individus, les groupements, les organisations, les communautés. Et la définition qui nous intéresse aujourd'hui, plus particulièrement, désigne l'institution en tant qu'usage ordinaire, en tant que ritualisation des conduites ou en tant qu'habitude collective qui assure un idéal commun. Alors, l'institution visée ici a pris sa source dans l'idée de société et l'émergence de la question sociale. Or, pour ceux qui ont lu Dubay, qui a écrit, on pourrait dire, un classique, Le déclin de l'institution dans les années 2000, on constate que le programme institutionnel moderne, pour le dire à la manière de Dubay, se désagrège, notamment en raison de la prétention qu'il avait à universaliser les choses, hein, qui, selon plusieurs, ben, cette universalisation-là a laissé échapper des données qui sont aujourd'hui devenues essentielles, hétérogénéité, ou si vous préférez, diversité et singularité. Alors, le tournant du siècle a amené plusieurs questionnements sur le déclin de l'institution telle qu'elle avait été conçue jusqu'ici et ses conséquences sur les liens sociaux. Pour le sociologue Martuccelli, on assisterait aujourd'hui à une sociétalisation poussée et continue de la vie des individus, tandis que, paradoxalement, on observe une distanciation croissante entre les individus et les institutions. Alors, c'est en grande partie, je pense, sur ce paradoxe d'une socialisation-individuation que repose la démarche des professionnels de la relation qui doivent raccommoder jour après jour une fissure grandissante entre individus et institutions. Alors, il faut dire que dès les années 60, l'institution a été considérée comme une instance de domination. Alors, il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus. La domination, c'était notamment jusqu'ici incarnée, entre autres, dans les institutions du travail auprès d'autrui ou du seul fait de sa vulnérabilité ou de sa différence. Euh, Par une série de processus structurels, l'individu devait se soumettre à des injonctions de discipline et d'obéissance, et on a parlé plus tard d'adaptation et de réinsertion. Alors, un corpus de règles univoques produisait un individu assujetti aux normes d'inscription à un ordre établi. Alors, il se trouve encore des thèses en sciences sociales pour dénoncer l'existence d'une idéologie dominante, ce concept qui est bon, renouvelé un peu aujourd'hui tout de même à la faveur de nouveaux groupes dominés et stigmatisés. Mais je pense qu'une analyse plus nuancée, plus fine de ce qui se passe réellement sur les terrains permet de constater que nous avons dépassé l'équation simple de l'assujettissement. On se trouverait plutôt devant une nouvelle configuration de la socialisation,
cette fois rattachée au processus d'individuation contemporain où la question de la singularité, recouvrant à la fois différence et unicité, ressort avec une puissance historique. Alors, une telle conception suppose donc de s'intéresser étroitement aux transformations récentes des institutions. Alors, sur un plan structurel, il s'agit moins aujourd'hui d'établir les grands idéaux de la prise en charge que de mobiliser des réseaux et des groupes d'acteurs relativement autonomes sous la gouverne du partenariat et des approches collaboratives. Donc, on voit apparaître un dispositif triadique public, communautaire, privé. On voit ça se dresser autour de mandats sociaux qui dépendaient naguère du monopole des institutions publiques. Tandis que le programme institutionnel reposait sur l'homogénéité des valeurs, on a vu progressivement s'effriter ce qu'on pourrait appeler les murs des sanctuaires devant les demandes sociales. Alors, on observe une perte généralisée plutôt de légitimité des institutions médicales, scolaires, familiales. On remet ça en question et on se dit maintenant qu'elles ne sont plus à la source de valeurs indiscutables et ces institutions sont donc appelées à redéfinir leurs pratiques. Alors, les mutations actuelles nous mènent vers d'autres usages sociaux et éventuellement à ce que j'ai appelé une institution éclatée. Alors, qu'est-ce que c'est une institution éclatée? Je me suis inspirée de la psychanalyste française Maud Manoni, qui avait élaboré ce concept en des années où la critique institutionnelle en France et ailleurs en Occident euh, avait défini les institutions, la famille, l'école, l'hôpital, comme les principaux lieux du pouvoir. Alors, rappelez-vous tout le courant antipsychiatrique de cette époque-là. Euh, et on appelait de nos voeux, à cette époque-là, une institution éclatée qui allait permettre l'apparition de dispositifs modulés selon les situations individuelles. Alors, elle était donc souhaitable à cette époque-là pour permettre au sujet de s'exprimer hors les murs de ces institutions. Donc, retenons que le discours anti-institutionnel issu des années 60-70 posait que les institutions enferment les individus dans un carcan politique. Alors, la structure de toute institution, familiale, scolaire, hospitalière, écrit Manoni, a pour fonction la conservation d'un acquis culturel, social, politique à des fins de reproduction de l'héritage ainsi reçu. Alors, au Québec, vont apparaître en même temps des initiatives qui sont également issues de l'univers de la santé mentale, réunies encore aujourd'hui, comme on le sait, sous la bannière du regroupement des alternatives en santé mentale. Alors, il faut dire qu'en Amérique du Nord, les psychanalystes ont été, bien sûr, à bien des égards, chefs de file de la critique asilaire, mais il y avait d'autres perspectives qui se posaient contre l'idéologie institutionnelle en défendant la personne comme sujet de droit. Alors, les groupes communautaires, comme on le sait, se sont déployés beaucoup sur un axe sociopolitique, allant d'une thérapeutique souvent centrée sur les groupes de parole à la militance pour la défense des droits. Alors, la critique de l'institution, d'abord générée dans les milieux psychiatriques, s'est peu à peu généralisée à l'ensemble de la société et on s'est mis à remettre en question l'institution moderne sous toutes ses formes. Une institution éclatée avait été ambitionnée pour transformer les modes de socialisation des individus et ainsi réaliser les promesses de leur avènement comme sujet. Alors, je pense que le trajet parcouru par ce souhait, eh bien, il est désormais identifiable. C'est-à-dire que le thème d'une opposition entre individus et institutions c'est bel et bien insinué jusque dans le sens commun. Et on remet en question une société souvent et ses institutions qui seraient responsables d'une contrainte à advenir en tant que sujet. Or, la notion d'institution éclatée aujourd'hui, cette notion-là se transforme également parce qu'elle nous amène à reconnaître d'une part
la concrétisation d'une aspiration émancipatoire que la figure de l'individu capable incarne désormais. D'autre part, la notion d'institution, même éclatée, signifie qu'il y a bien toujours une institution au milieu de laquelle émerge un soi, entre autres caractérisé par sa propension à exprimer ses émotions et à la recherche de sa propre vérité. Alors, cet état d'éclatement transitoire, pourrait-on dire, nous amène à considérer l'avènement d'une institution de soi, soutenue par la mise en place de nouveaux dispositifs de socialisation-individuation, dont les principales caractéristiques sont le passage de la prise en charge à l'accompagnement, la symétrie relationnelle comme base d'un travail avec autrui, l'usage de soi de plus en plus exigé de la part des praticiens dans le travail relationnel, et finalement la catégorie cognitive de l'identité singulière comme centre nodal des représentations. Alors, la sémantique de la singularité recouvre à la fois l'idée d'une différence et celle d'une unicité qui souligne la conviction du caractère unique de chacun. Alors, cette représentation qui se détache très fortement soutient l'évolution de nos sociétés vers un idéal où l'individu doit par ailleurs apprendre à traverser de plus en plus seul les épreuves sociales qui balisent son existence. Les linéaments de l'institution désormais éclatée tendent vers un nouvel impératif aujourd'hui, qui est celui de se réaliser soi-même et de prendre une place de plus en plus précocement dans le monde, alors qu'elle était auparavant strictement imposée, ce qui met en tension la singularité et la vie en commun. Alors, la configuration de l'individualité promue par une institution éclatée, ses normes morales, les savoirs et les pratiques qui en découlent, se profile aujourd'hui de plus en plus tôt chez l'enfant. Alors, j'ai fait une recherche récemment sur la socialisation de l'enfant et on s'aperçoit que l'enfant est amené très précocement à s'autoréguler, s'engager personnellement dans sa propre socialisation, à se mentaliser et à s'exprimer, plutôt qu'à obéir et à se discipliner, comme c'était le cas il n'y a pas si longtemps. Donc, les inflexions récentes du processus d'individualisation ont entraîné d'importantes conséquences quant au travail et au programme des institutions dans les sociétés contemporaines, notamment quant à leur fonction d'aide. Alors, ce n'est pas exactement au déclin du travail sur ou avec autrui qu'on peut attribuer une concrétisation, mais plutôt aux manières de concevoir cette activité dans le cadre de l'éclatement des institutions. Alors, les praticiens relationnels dont les pratiques se reconfigurent dans un contexte institutionnel de plus en plus fragmenté n'échappent certainement pas à ce processus, ce qui, à mon avis, fait naître un phénomène nouveau de solitude dans le travail. Alors, je vous amène à mon troisième et dernier point qui concerne les nouvelles mécaniques de l'aide. Alors, l'éclatement des appareils et de leurs adaptations, de leurs fonctionnalités, laisse un vide entre les cadres objectifs et le monde vécu. Et le travail des praticiens va donc se déplacer vers un entre-deux qui s'est élargi entre une institution de moins en moins contenante et les sujets. Dès lors, les nouvelles mécaniques de l'aide vont se mettre en place, dont les principaux ressorts vont favoriser le modèle de l'accompagnement et la recomposition symbolique des métiers relationnels. Alors, si on regarde d'un peu plus près l'accompagnement, euh, l'accompagnement devient, euh, je vous apprends rien, un nouveau modèle de l'aide aujourd'hui. Hein? On parle moins de prise en charge que d'accompagnement. Le travail sur autrui
Dubel l'a défini comme l'ensemble des activités professionnelles qui participent à la socialisation des individus. Alors, c'est une définition qui est encore tout à fait vraie, qui reste pertinente pour désigner les institutions du travail sur autrui, mais on reconnaît de plus en plus, depuis la parution de son ouvrage au tout début des années 2000, la préposition avec. Hein, on travaille avec autrui et non plus sur autrui maintenant. Et cette conversion langagière constitue l'un des premiers indices de transformation profonde de la relation d'aide dans le contexte post-déclin. Parce que je pense qu'on peut parler d'un contexte post-déclin aujourd'hui où on est passé effectivement de la prise en charge à l'accompagnement. Et l'une des règles largement documentées d'un aller-mieux potentiel aujourd'hui concerne le développement de l'autonomie, fruit de toute intervention réussie aujourd'hui. Alors, le passage de la prise en charge à l'accompagnement que plusieurs analysent actuellement depuis ces dernières années témoigne d'abord et avant tout de cette règle. Plusieurs autres raisons vont expliquer la popularité de la notion d'accompagnement, qui, pour peu qu'elle se soit avec le temps transformée en un concept scientifique, est en tout cas dans sa version quotidienne et expérientielle des pratiques professionnelles devenue le maître mot qui rallie toutes les sphères de l'intervention ou la prise en charge avec cours. Alors, outre le fait des mutations institutionnelles, une raison supplémentaire tiendrait au fait de la pluralité des parcours singuliers. Hein. Donc, le concept d'accompagnement aurait probablement plus de souplesse. Pour Antoine Sansonès, le flou avantageux de ce concept-là, qui est issu de la pratique quotidienne, permettrait aux praticiens de le manier au gré de l'évolution des situations. L'accompagnement fait aussi ressortir le caractère symétrique des parties dans la relation professionnelle en mettant l'accent sur le travail sur soi de part et d'autre de la relation. Autrement dit, dans les représentations des praticiens, la relation égalitaire devient le point central de l'accompagnement. L'enthousiasme pour les approches d'accompagnement et la mise en avant de savoir-être professionnel se manifeste tant dans le monde du travail social, des psychothérapies et des groupes de parole dans les milieux communautaires que celui de l'éducation à la prime enfance. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai examiné récemment ce monde-là de la petite enfance où, par exemple, l'éducatrice va être en mode soutien plutôt que commandement. Elle dit accompagner l'enfant dans ses choix. Et au dire d'une éducatrice interrogée, l'enfant a la charge de sa propre socialisation. Alors, certains vont évidemment saluer cette nouvelle manière de nommer les pratiques parce qu'on va considérer qu'il y a là ici un renouveau démocratique. Mais d'autres vont affirmer que la préposition avec vient intensifier le caractère faussement égalitaire de la relation, où le sujet promu au rang d'expert est désormais condamné à se prendre en charge lui-même. Hein, parce qu'il y a toujours bien une prise en charge ici, sauf que maintenant, le patient, le client, semble être renvoyé à lui-même. Alors, quoi qu'il en soit, cette nouvelle recherche de symétrie relationnelle, conséquence de la revendication d'autonomie de part et d'autre de la relation, soulève une question intéressante que je laisse ouverte ici parce que ce sont des praticiens qui vont être les mieux placés pour répondre à cette question. Quelle serait la teneur de l'autonomie professionnelle revendiquée par les praticiens et de l'autonomie du sujet rencontré dans un contexte relationnel? Autrement dit, comment se recompose le relationnel autour de la revendication d'autonomie de chacun? Hein, ce sont des questions sur lesquelles on va devoir se pencher dans les prochaines années. Ce qui amène à réfléchir justement à certains changements de vocabulaire où le relationnel
est plus que jamais au cœur des métiers relationnels, des métiers du travail avec autrui, tandis que les murs des institutions sont en train de voler en éclats. Alors, c'est précisément de ce relationnel dont il est question quand on aspire à soigner l'accompagnement. Alors, finalement, en parallèle avec des logiques descendantes, vont donc s'activer d'autres logiques de régulation autonome qui contribuent, par exemple, à la construction sociale des cœurs de métier et à la définition des formes et du degré d'autonomie de ces métiers qui revendiquent une indépendance d'esprit et sont de plus en plus enclins à adopter une posture de rejet du programme institutionnel. Alors, ces logiques contribuent à définir d'autres compositions symboliques du métier et je propose d'en voir trois caractéristiques. Si j'ai le temps, on me le dit là, si j'ai plus de temps. J'ai nommé la professionnalité, l'usage de soi dans le travail et l'imaginaire de la pureté relationnelle. Alors, Dorothée, est-ce que ça va? Parfait. OK. Alors, on y va avec la professionnalité. Alors d'abord, ce qui est décisif concerne la visée générale d'une réalisation de soi. Alors ça, c'est tiré évidemment des recherches que j'ai faites ces dernières années sur les métiers relationnels. Donc, je vous rapporte quelques résultats ici. Et donc, la professionnalité ressort de façon très, très importante. Euh, je ne fais pas ici seulement référence aux ordres professionnels, mais à une aspiration à s'accorder dans ses gestes et ses paroles le mieux possible à un archétype professionnel. Alors, je pense, par exemple, ici aux idéaux de justice sociale que véhiculent certains travailleurs sociaux ou encore à l'idée de créer un lien de confiance. Alors ça revient beaucoup avec le sujet qui consulte dans la clinique. Alors, on peut parler d'un ethos de la professionnalité comme d'un ensemble de valeurs qui tient au principe de responsabilité et d'autonomie, ce qui est revendiqué très fortement ici. Les préoccupations pour l'éthique professionnelle et les souffrances éthiques qui sont souvent rapportées vont relever justement de cet attachement à la professionnalité. L'idée de professionnalité peut aussi être comprise donc au sens moral de conscience professionnelle où la réalisation de soi au travail tient moins à des obédiences uniquement statutaires qu'à une pratique consciencieuse, imprégnée des valeurs exemplaires du métier et qui, par le fait même, souligne des traits personnels exemplaires. Alors, elle concerne avant tout la signification d'une activité qui va être intimement liée à l'idéal de soi, l'idéal du moi contemporain. Et je n'en fais pas ici une affaire strictement psychologique, mais bien profondément sociale. Le nouvel idéal type du travailleur requiert un engagement moral d'une nature socio-historique, raison de plus pour que se manifeste une série d'états affectifs, particulièrement chez les praticiens du relationnel, où, d'après les entretiens que j'ai réalisés, profession et personnalité plutôt apparaissent comme étant étroitement liées. En ce sens, il existe, comme on sait, une distance de plus en plus considérable entre les prescriptions organisationnelles des secteurs publics et ce que les praticiens professionnels défendent, c'est-à-dire une autonomie d'action et une indépendance d'esprit pour bien faire leur travail selon sa double acception de fabrication et d'exécution et selon ce qu'ils considèrent comme étant le travail bien fait. Alors, on peut penser que les métiers relationnels tendent aujourd'hui à se libéraliser alors qu'apparaissent des cabinets privés de professionnels réunissant psychologues, conseillers d'orientation, travailleurs sociaux, etc. Or, c'est bien dans cette nouveauté de la pratique privée que la question de ce que devient le relationnel
paraît la plus intéressante à considérer. Et on n'en est qu'au début et ça peut devenir un champ de recherche fort intéressant. Quelle forme prend le relationnel dans le secteur de la relation d'aide privée? Deuxièmement, j'arrive à l'usage de soi dans le travail, ce qui demeure spécifique à ces métiers et vient en rendre l'étude intéressante du point de vue de cette professionnalité, concerne les dimensions particulières de cette activité qui va impliquer aussi un usage de soi particulier. Alors, les praticiens sont les spécialistes en même temps que les objets de leur savoir. Alors, plus que tout autre métier, cette activité requiert un constant usage de soi. Et l'idée d'usage de soi dans l'esprit de l'ergologie n'est pas forcément assimilée à une approche sociologique ou historique, mais parce qu'elle est associée à la part ontologique de l'activité. Mais je pense qu'on peut reconnaître que cette virtualité s'inscrit, tout en s'inscrivant depuis toujours hein, chez l'humain, s'inscrit de façon très particulière à notre époque. Cet usage de soi en tant qu'outil de travail aurait pris aujourd'hui une importance telle qu'on pourrait le considérer comme un vecteur central du travail contemporain. Alors, les métiers relationnels sont probablement et même certainement emblématiques de cet usage de soi. Si l'analyse de la grammaire du travail des praticiens permet d'identifier l'engagement dans le travail et envers le travail comme règle centrale, les praticiens ne s'investissent pas seulement au sens d'un intérêt puissant envers leur activité, mais les praticiens vont user de soi dans leur activité. Alors, c'est ça qui devient intéressant à examiner. Alors, dans le discours, les praticiens présentent bien souvent leur rapport au travail comme une affaire existentielle. Notre outil, c'est nous-mêmes, comme le dit l'une des participantes à mon étude. Il faut donc d'abord correspondre à un certain profil de base. Il faut être sensible. Il faut être capable de lire l'intériorité, ce mode de connaissance indépendant de la raison. Je viens de citer une autre participante. Alors, il faut être capable aussi tout de même de se distancier pour prendre soin de son instrument de travail qui est soi-même. Donc, il y a un usage de soi ici, comme vous le voyez, ce qui nous amène à la troisième et dernière caractéristique qui va conclure mon intervention aujourd'hui. Les praticiens valorisent une forme de relation fondée sur ce qu'ils nomment la clinique. Alors, la relation clinique en réaction à l'intervention motivée par des intentions gestionnaires définies par eux, va être définie par eux. En fait, les intentions gestionnaires vont être définies par eux comme non authentiques, comme étant instrumentales, parce que ce qui est le plus important, c'est la relation clinique qui se veut épurer des contraintes organisationnelles et qui va nécessiter de leur part, évidemment, un investissement personnel très important. Alors, excusez-moi, là, j'ai changé rapidement, mais c'est pas grave, ça sera ma dernière diapositive. Mais la question de savoir n'est pas de savoir, la question n'est pas de savoir si une telle relation est véritablement étanche. On sait très bien que la relation clinique est traversée de plein d'enjeux politiques, sociaux, etc. Mais elle fait tout de même cette relation clinique largement appel à leur propre représentation de ce qu'ils vont appeler un véritable mouvement relationnel qui va être empêché par les artifices de la mesure, du chiffre et du résultat. Alors, ce travail clinique va être, et moi j'ai travaillé un petit peu à partir de Guy Duns qui a défini une représentation moderne de la relation par la relation pure.
Alors, pas que les praticiens n'ont pas cette espèce de naïveté de croire que la relation clinique est pure, mais ils vont euh, 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 utiliser tout de même la relation pure comme étant une relation qui, justement, est débarrassée des poussières, si on veut, gestionnaires. Et alors, à ce titre, même si le métier s'inscrit dans un univers fortement prescriptif, la façon dont les praticiens vont opposer leur définition personnelle du métier à celle de l'organisation publique va tendre à indiquer que le vrai travail, c'est celui qui se construit dans le relationnel. Un travail qui serait justement, comme je disais, libre d'attaches structurelles, comme c'est le cas pour la relation pure. Alors, la relation, moi, je serais très intéressée, et j'espère avoir des informations, même de votre part, sur le travail en clinique privée, par exemple. Quand on fait du privé, alors on est un peu plus détaché, si on veut, des obligations organisationnelles. L'est-on tout à fait? Là est la question. Alors, ce sera des réflexions à faire prochainement. Ensuite, ce relationnel pur va répondre à une aspiration qui est celle de s'y réaliser en tant que professionnel. Euh, la volonté de s'engager de la manière la plus pure, elle est donc réflexivement organisée et elle n'est pas spontanée comme on pourrait le croire. Elle suppose un praticien réflexif, comme on dit ces années-ci, qui soit toujours en mesure de calculer les gains et les pertes de son engagement, son apport et ses risques pour éventuellement le réorienter, s'investir différemment, se redéfinir soi-même et son travail autrement. Donc, le relationnel exige une mentalisation de tous les instants. Quand on n'a plus les cadres, justement, organisationnels pour nous orienter là-dedans. L'imaginaire de la pureté peut aussi être rattaché à l'idée que les praticiens portent d'une ontologie de l'individualité. Alors, il existerait un socle commun aux approches cliniques et c'est l'idée d'un individu authentique. Ce qui est éprouvé de l'intérieur demeure central et concerne l'individu en soi, c'est-à-dire dans son essence, parfois en relation d'opposition avec l'extérieur. Alors, l'intériorité serait à protéger en dépit des rôles à tenir à l'extérieur. Un décalage accentué se manifeste de plus en plus clairement entre le rôle et la manière singulière dont ce rôle sera investi. Alors, dans le contexte de l'effritement des supports sociaux, l'intériorité, cette zone par excellence du travail sur soi, semble investie d'une nouvelle normativité ici, qui consiste pour l'individu à se tenir lui-même de l'intérieur. Alors, les praticiens vont adopter pour eux-mêmes, dans leur travail, les règles de la nouvelle individualité contemporaine, si vous voulez, et une commune mesure sous-tend les pratiques des métiers relationnels aujourd'hui. Encore une fois, qu'elles relèvent du travail social, de la psychothérapie, du groupe de soutien communautaire ou du développement personnel, elles s'accordent avec la montée de la singularisation des sociétés contemporaines, d'où le je doit advenir. Or, ce je, tout singulier peut-il être, se porte bien à la condition d'intégrer des règles communes d'autorégulation, de mentalisation, d'engagement personnel et d'expressivité. Alors, pour finir, bien sûr, je n'aurai pas l'espace pour développer davantage ma pensée sur ces règles que je travaille dans des recherches en cours actuellement. Mais disons que les praticiens participent directement par leur travail au mécanisme de diffusion et à l'implantation de la configuration contemporaine des subjectivités, laquelle se manifeste aussi dans leur travail. Donc, ils sont eux-mêmes soumis à ces règles. Alors, de ce point de vue, la grammaire pratique
et discursive des métiers relationnels permet de mettre en relief l'émergence ou la cristallisation de ces nouvelles règles sociales, comme on en parle d'une grammaire. Alors, j'ai parlé d'une grammaire des métiers relationnels, et ces règles peuvent être considérées comme une certaine équation correspondant à la configuration de l'individualité ordinaire aujourd'hui. Et le travail relationnel consisterait à accompagner les sujets dans le développement de ces facultés. Et dans ce contexte, aller bien ou aller mieux pourrait bien correspondre dans l'esprit des contemporains à s'inscrire au mieux dans les termes de cette nouvelle grammaire. Alors, je vous remercie. C'était le mot de la fin. Donc, j'arrête le partage. Merci beaucoup, Marc-Chantal. C'était vraiment un super webinaire, amené beaucoup de réflexion et tout ça. Merci. Alors, dans le fond, dans le fond, dans le fond, pour nos participants, on est maintenant dans la période de questions. Alors, dans le fond, vous pouvez poser vos questions dans le module questions-réponses qui se situe au bas de votre écran. Et vous pouvez, par la suite, je vais pouvoir les lire. Ou sinon, vu qu'on est un petit groupe aujourd'hui, je pense que Armel, ça ne dérange pas, il peut se lever la main. Puis, Oui, dans le bien fond, sûr. si vous voulez poser vos questions de vive voix, vous pouvez cliquer sur le module lever la main au bas de l'écran. En attendant que les questions soient, que les personnes écrivent des questions dans le module, moi je vais commencer avec ma question à moi. Alors, c'était vraiment très comme théorique et je voulais savoir, moi ça faisait beaucoup penser quand on parle de la relation d'aide, souvent on parle beaucoup de ce qui est de l'usure de compassion. C'est quelque chose qu'on parle. Puis je me demandais comment certains des éléments, surtout comme l'usage de soi au travail que vous avez discuté, affectent un peu cette usure de compassion-là que les personnes qui travaillent en relation d'aide vivent dans leur métier. Oui, d'accord. Ben, c'est une bonne question. Je pense que, je pense que l'usure de compassion a été beaucoup travaillée. Euh, c'est quelque chose qu'on sait. Hein, c'est quelque chose qu'on sait et qui justement atteint souvent les praticiens relationnels. Mais elle a beaucoup été travaillée d'un point de vue psychologique. Et moi, j'essaie de, ben, puis quand on parle d'usage de soi, c'est un peu différent, c'est un concept un peu différent et qui vient un peu nous faire prendre conscience que le travail requiert de plus en plus d'usage de soi. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on voit beaucoup de burn-out, on voit beaucoup de toutes sortes de mots reliés au travail. Et moi, je pense qu'on peut faire l'hypothèse, on peut travailler l'hypothèse que là-dedans, il y a une usure qui peut se produire. Alors que ce soit une usure de compassion ou une usure de toutes sortes de choses, finalement. En fait, une usure, moi, je parle beaucoup d'engagement personnel dans le métier. Et effectivement, les praticiens, je crois, du relationnel sont emblématiques de cet engagement personnel dans le métier qui peut certainement apporter des souffrances au travail, comme celui de l'usure de compassion. J'avais pas mon Ah, je son. t'entends. Ah bon, Non, c'est OK. moi qui Ouais. avais oublié de remettre. Fait que oui, non, c'est ça. En fait, qu'on voit que certains éléments là, des institutions éclatées mènent à, dans le fond, avoir certaines tendances là, par Un rapport. engagement personnel accru. À partir du Exact. moment où il y a moins les cadres autour, ben, les praticiens vont devoir compter de plus en plus sur eux-mêmes pour finalement pour orienter leur intervention. Mhm. Bon, ben, j'ai posé une bonne question puisque dans le module questions-réponses, je pense que c'était une question que d'autres participants là, avaient là, OK. dans le Oui, thème. oui. Non, une autre question, on parle beaucoup comme d'individualisme et tout ça, puis on sait qu'en Amérique du Nord, c'est quelque chose qui est assez, là, dans notre société, là, très individualiste, mais est-ce que, mettons, ce qu'on parle aujourd'hui, ça s'applique vraiment plus, mettons, aux Amérique du Nord, Europe, ou est-ce que ailleurs Ah. dans le monde, on voit le contraire, quand c'est des sociétés qui sont un petit peu plus collectivistes? Ben,
Moi, je pense qu'il y en a plusieurs pour faire des distinctions là, entre ce qui se passe en Amérique du Nord, ce qui se passe en Europe, et il y en a certainement des distinctions à faire. Mais si on regarde, par exemple, si on regarde le déclin de l'institution tel que Dubé le présente, bon, je suis consciente que c'est pas tout le monde qui a lu Dubé, là, mais tu sais, quand on pense à la désinstitutionnalisation, ce qu'on appelle comme ça au Québec, quand on pense à cette espèce de remise en question des institutions, ça, j'ai l'impression que c'est assez répandu dans l'ensemble de l'Amérique du Nord et de l'Europe. C'est sûr que les dispositifs, les fonctionnalités, les systèmes sont différents. Tu sais, c'est certain que si on se met à penser au système du Québec, par exemple, versus le système en Suisse, par exemple, bon, ben, il y a des grandes, grandes différences. Par contre, on s'aperçoit tout de même qu'on est pris avec les mêmes questionnements. J'ai un étudiant, par exemple, qui a fait son doctorat justement là-dessus, où il faisait une étude comparative entre la Suisse puis le Québec, et lui, il travaillait sur les praticiens auprès des jeunes, par exemple, et le discours tendait vraiment, vraiment à s'équivaloir. Là. La Suisse est peut-être moins avancée que le Québec, par exemple, dans sa désinstitutionnalisation, mais les préoccupations de désinstitutionnalisation, d'éclatement des systèmes, restent tout de même tout à fait équivalentes. Parfait. Puis aussi, juste pour m'assurer, dans le fond, entre les deux modèles, le modèle qui est plus institutionnalisé puis le modèle qui l'est moins, c'est pas Oui, nécessairement un, un jugement de valeur qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais c'est juste pas plus du deux tout. façons différentes de faire les choses. Puis, est-ce qu'on pourrait se dire un entre-deux serait peut-être l'idéal? Ou mais Ben, ce serait là, une erreur de faire ce jugement-là? ouais. Ben, en tout cas, au fond, qui suis-je pour dire ce qui est mieux? Hein? Moi, dans le fond, je présente l'état d'une situation. Et quand je parle d'institution, je parle pas nécessairement de l'institution versus le communautaire. Tu sais, on a tendance à dire, bon, il y a l'institution versus le communautaire. Puis là, ben, il y en a qui vont dire, ah, le communautaire, c'est mieux. D'autres vont dire, ah non, l'institution, c'est mieux. Moi, je parle vraiment de l'institution d'une manière beaucoup plus générale. Tu sais, c'est pas l'institution, on a tendance des fois à confondre institution et organisation. Alors, moi, je porte un regard plus sur l'institution de l'aide à autrui, dont font partie les organismes communautaires aussi. Alors, Mhm. il y a des tensions, bien sûr, puis actuellement, il y a des tensions entre ce qu'on appelle le public, le communautaire et le privé. Puis le privé fait son entrée de plus en plus chez les praticiens relationnels. Et c'est là que ça va devenir intéressant de voir. Est-ce que je considère ça comme un entre-deux? Pas du tout. Je vois vraiment ça comme actuellement une manière de disposer de l'aide aujourd'hui dans nos sociétés. Alors, comment ça va se transformer, comment ça va se faire, c'est là que ça va devenir intéressant Mhm. d'aller plus loin un petit peu dans Mhm. l'observation de tout ça. Oui. Bon, j'ai une main qui est levée. Julie Desjardins, à qui je vais donner la parole. Oui, je pense que c'est bon. Oui, vous Oui, m'entendez? oui, on vous entend. Oui. D'accord. En fait, c'était juste pour valider ma perception, là, si j'avais bien compris, mais parce que ça a été vite, je prenais des notes en même temps. Est-ce que vous avez bien dit là, que les praticiens ils ont tendance à avoir un attachement à leur professionnalité? Est-ce que ça fait en sorte que vraiment, en fait, elles se sentent, ces personnes-là, étroitement liées. Donc, c'est comme si l'identité de la personne est étroitement liée avec son identité personnelle, professionnelle et personnelle. Est-ce que c'est un peu ça que vous tentiez de dire? Oui, il y a cette, en tout cas, c'est ce que j'ai, comment dire, c'est ce qui ressort beaucoup des recherches que j'ai faites. C'est comme si finalement, et c'est pas
autrement, c'est pas la faute des praticiens, mais c'est ce qui leur est demandé finalement. C'est vraiment d'user d'eux-mêmes de plus en plus dans leur travail. Donc, effectivement, des fois, profession et personnalité sont liées. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui ressort très fortement. Je dirais, moi, que c'est ça de façon générale dans le travail d'aujourd'hui. OK? Mais les praticiens relationnels sont certainement emblématiques de cette tendance-là. Est-ce Merci. que je réponds? Ben oui, mais en même temps, je me demandais, est-ce que vous avez dit c'est ce qu'il leur est demandé? Je me demandais si ça faisait pas partie un peu de, je vais dire, de leur personnalité ou tu sais, de leur comme une vocation un peu pour être capable d'en arriver là, en quelque sorte, là. Ben, sûrement, sûrement. Moi, je dis souvent à mes étudiants, vous êtes pas engagés dans des études en travail social, par exemple, pour rien. Je pense que sûrement il y a des éléments de la personnalité qui jouent. Tout comme on va retrouver, par exemple, des éléments de la personnalité des gens qui s'en vont dans les médias, par exemple. Tu sais. Alors certainement, on est appelé je dirais, dans notre être profond, là, on est appelé à faire tel ou tel métier, ça c'est certain. Ça doit sûrement jouer. Moi, j'ai un petit peu moins travaillé cet aspect-là parce que ce qui m'intéressait, c'était vraiment les aspects plus sociologiques de l'affaire. Mais si quelqu'un, par exemple, s'intéressait vraiment aux individus, aux personnalités, aux traits particulier de telle ou telle personne, je suis prête à faire l'hypothèse qu'on retrouverait effectivement des traits particuliers euh, euh, chez les individus. Merci. Est-ce qu'on avait une autre main levée, Armel, ou... Non, oui, j'en ai une. euh, Je vais comme donner l'autorisation. Ah oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, dans le fond, je sais pas, là, c'est sûr que ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence webinaire, mais c'était très intéressant, en fait, ce que ça amène par rapport à l'usage, dans le fond, excusez, là, je vais reprendre ma pensée. En pas de fait, ce qu'on problème. observe, je suis désolée, ce qu'on observe sur le terrain pour être travailleuse sociale là, dans le réseau public, c'est surtout en fait un peu le désinvestissement des gens par rapport à, tu sais, parce qu'on les renvoie vers eux justement, puis la recherche de l'autodétermination est bien ce qui est demandé. Tu sais, on va beaucoup dans l'empowerment, mais ce qu'on voit, ce qu'on observe, c'est beaucoup de gens qui se mettent pas nécessairement en action ou qui ont peut-être pas justement les capacités pour aller vers tout ça. Donc, bref, je vais faire ça bref. Est-ce que vous avez des lectures en lien avec ça, en lien avec ce qui est en train de se passer justement à ce niveau-là? Tu sais, c'est comme l'objectif ultime d'aller vers l'autodétermination, mais là, il y a plusieurs. Les gens n'y vont pas Mm. présentement. Bref. Ben, écoutez, ça, je pense que ça fait certainement partie des souffrances des praticiens, praticiennes en général, parce que le rôle des praticiens est de plus en plus justement d'être dans un entre-deux, entre le monde vécu, c'est-à-dire les personnes qui consultent, et les systèmes, les institutions, etc. Donc, c'est vrai que ça peut devenir décourageant parce que on vous demande de rendre, et ça, il y a des recherches effectivement qui se font là-dessus. Puis j'ai un doctorant et une doctorante qui travaillent justement là-dessus, sur l'autonomie comme équation, parce que votre rôle, c'est de rendre l'autre autonome. Et vous savez très bien que c'est les moyens de devenir, de s'autodéterminer sont inégaux, sont répartis de façon inégale. Autrement dit, on ne part pas toutes avec les mêmes chances d'autodétermination.
Et exactement. vous travaillez avec une clientèle qui souvent est très vulnérable et puis qui n'ont pas les outils pour s'autodéterminer. Alors, effectivement, ça fait partie des grandes difficultés du métier. C'est un nœud important, je pense. Et c'est ce qui fait très souvent la fatigue. Hein, on parlait d'usure, de compassion. Il y a aussi la fatigue qui s'installe parce que vous devez user de vous-même pour faire en sorte que l'autre advienne à lui-même, finalement. Exact. Merci beaucoup. Alors, oui. Alors, il est déjà 1 heure, alors ça va être le temps de mettre fin à ce webinaire. Merci encore beaucoup, Marie-Chantal, pour cet excellent webinaire qui nous a fait beaucoup réfléchir, puis je pense que très important. Alors, pour les personnes qui sont avec nous encore, alors merci d'être présents avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Dans les jours qui vont suivre, vous allez pouvoir, là, dans vos courriels, vous allez recevoir un courriel avec toute l'information sur l'enregistrement du webinaire et les diapositives. Et ces informations vont être également disponibles sur le site web de Calaxia là, pour si vous voulez revisionner et aussi sur la chaîne YouTube de l'Axe Santé mentale et population. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.